L'Ukraine vient de lancer son plus grand blitz de missiles et de drones jamais réalisé contre la Russie. Et ce faisant, elle a peut-être paralysé à jamais la machine de guerre de Poutine. Dans ce qui est appelé une attaque intelligente à triple frappe, l'Ukraine a ciblé les raffineries de pétrole russes, les usines de production d'armes, et bien plus encore dans une frappe destinée à décimer la capacité de Poutine à maintenir ses troupes armées sur les lignes de front. L'Ukraine fait maintenant face à une Russie affaiblie, surtout dans la région contestée de Donetsk, lui permettant de mieux se défendre contre les forces d'invasion et de les repousser vers la frontière. L'effet en cascade sera significatif. Cette attaque est un tournant pour la guerre en Ukraine. Mais qu'a précisément réussi l'Ukraine avec sa frappe à 3 niveaux contre la Russie? Pourquoi cette attaque est-elle importante et comment la Russie a-t-elle réagi? Nous répondons à toutes ces questions dans cette vidéo alors que nous examinons comment l'Ukraine a simplement dévasté la machine de guerre russe. Alors, que s'est-il vraiment passé? Le 14 janvier, la British Broadcasting Corporation Reuters et Al Jazeera ont rapporté rapidement la frappe en Ukraine, se basant en grande partie sur des informations ukrainiennes. La British Broadcasting Corporation rapporte que l'Ukraine qualifie cette frappe de la plus massive de la guerre jusqu'à présent, avec plusieurs cibles touchées, en utilisant une combinaison de drones, de missiles à longue portée ATACMS, fournis par les États-Unis, et de missiles Storm Shadow britanniques. L'usage de ces deux armes est significatif. Ces armes permettent à l'Ukraine de frapper loin en Russie, ce qu'elle a précisément fait. Selon la British Broadcasting Corporation, l'Ukraine a ciblé des sites à des centaines de kilomètres de la frontière. Le service de sécurité de l'Ukraine ukrainien a qualifié ces frappes de coups douloureux pour la capacité militaire russe. Ils n'ont pas tort. La frappe de l'Ukraine a contraint au moins 9 aéroports de Russie à cesser temporairement leurs opérations, en plus de forcer la fermeture de plusieurs écoles dans la région de Saratov du pays. Mais ce n'était que les répercussions de la massive frappe de l'Ukraine. Kiev a ciblé certains des actifs russes, les plus précieux, situés derrière les lignes de front de l'opération militaire spéciale du président russe Vladimir Poutine, y compris les raffineries de pétrole, les usines chimiques et les dépôts de munitions à Bryansk. Selon un responsable ukrainien à la British Broadcasting Corporation, l'usine chimique visée par l'Ukraine fabriquait des explosifs et de la poudre pour les armes russes. Sa perte signifie une réduction de ces éléments sur le front. Une paire d'usines industrielles à Saratov et Engels ont également été endommagées lors de l'énorme assaut de drones et de missiles de l'Ukraine, tout comme une cible que Kiev prétend être à une incroyable distance de 700 miles de la frontière que l'Ukraine partage avec la Russie. Et il y a plus. La frappe est survenue à la suite d'une autre effectuée la semaine précédente qui a dévasté une installation de stockage de pétrole à Engels, provoquant un énorme incendie que les pompiers russes ont mis plusieurs jours à éteindre et provoquant la déclaration d'un état d'urgence dans la ville. Le 14 janvier, l'Ukraine a lancé de nouvelles attaques par drone, touchant un site de stockage de gaz au Tatarstan et ciblant Tula, où la Russie affirme avoir abattu 16 drones. À l'époque, ces attaques s'étaient vues comme des frappes distinctes. La vérité c'était maintenant évidente. Ils participaient à une attaque coordonnée de l'Ukraine visant à éliminer certains des atouts les plus précieux de la Russie. Selon Reuters, la Russie a donné plus de détails sur sa frappe massive. Il indique que les attaques ont endommagé des installations clés dans au moins 3 villes russes, bien que, comme c'est si souvent le cas, la Russie essaie de limiter les dégâts. Moscou prétend via la chaîne de Telegram SHOT qu'elle a réussi à abattre 200 drones ukrainiens, ainsi que 5 des missiles ATACMS de l'Ukraine, lors de l'assaut de plusieurs jours. Le nombre de drones détruits est plausible, étant donné les tactiques employées par l'Ukraine lors de cette frappe, que nous détaillerons sous peu. Quant à l'abattage de 5 ATACMS, c'est beaucoup moins probable. Selon Reuters, l'Ukraine a mené 2 frappes en 2 semaines dans la région de Saratov et Engels, fournissant plus de détails sur ces attaques. La première de ces frappes a détruit le dépôt de pétrole que nous avons mentionné précédemment. Reuters ajoutant l'information supplémentaire que ce dépôt stocke le pétrole que la Russie utilise pour ses bombardiers nucléaires. L'Ukraine a non seulement rendu ses avions inutilisables pour larguer des bombes conventionnelles sur son territoire, mais elle a aussi diminué la menace nucléaire immédiate de Poutine. La Russie a riposté à la frappe ukrainienne de grande envergure, comme elle l'avait affirmé. Nous en discuterons ultérieurement. Nous explorerons ensuite comment l'Ukraine a réussi à mener cette attaque triple en 2 semaines, malgré les défenses aériennes russes. Tout se résume à une approche de l'heure très astucieuse. Nous avons mentionné plus tôt que la Russie dit avoir abattu environ 200 des drones que l'Ukraine a utilisés pour mener ses assauts. Le problème, selon la Russie, est que la plupart de ces drones ne visaient probablement même pas des cibles russes. Ils servaient de leurres aériens pour distraire les défenses russes, tandis que d'autres drones et missiles ukrainiens à longue portée causaient la majorité des dommages.
Le 14 janvier a été ce que l'Ukraine a appelé une nuit ardente pour la Russie. Les autorités à Kiev semblant également affirmer que les affirmations de la Russie d'avoir abattu 14 Atakum et Storm Shadows sont inexactes. Interrogé par la British Broadcasting Corporation, le porte-parole de l'état-major général de l'Ukraine, Bohdan Senik, a déclaré n'avoir aucune connaissance des informations demandées. En d'autres termes, la Russie n'a pas abattu 14 des missiles de l'Ukraine, du moins selon l'Ukraine. La plupart, sinon tous, ont réussi à passer, et ils ont causé des dommages incommensurables à la machine de guerre russe. Et cela nous amène à une autre question. Pourquoi l'attaque aérienne la plus massive de l'Ukraine contre la Russie est-elle si dévastatrice pour la machine de guerre de Poutine? Tout se résume aux cibles que l'Ukraine a choisi d'annihiler, avec ses missiles et ses drones. Commençons par les raffineries de pétrole. Le 11 janvier, lors de l'assaut aérien de 2 semaines contre la Russie, l'Ukraine a frappé une raffinerie de pétrole au Tatarstan, exploitée par TANACO. La raffinerie était parmi les plus modernes disponibles en Russie et est responsable de la transformation jusqu'à 16 millions de tonnes de pétrole brut par an en produits pétroliers utilisables, tels que le diesel et l'essence. Voilà pourquoi l'Ukraine s'est focalisée sur la raffinerie. Selon Andriy Kovalenko, chef du Centre ukrainien de lutte contre la désinformation, la destruction des raffineries et dépôts de pétrole nuit directement à la capacité de la Russie à mener une guerre intense. Il a absolument raison. Le pétrole raffiné est non seulement un pilier de l'économie russe, avec des revenus pétroliers et gaziers combinés de 108 milliards en 2024, mais il est également vital pour les troupes que Poutine envoie au front en Ukraine. Les raffineries fournissent le diesel nécessaire aux chars russes. Ils produisent de l'essence pour les véhicules armés et du carburant pour les avions, élément que Poutine veut utiliser pour soutenir ses forces. Les raffineries de pétrole partent en fumée. La Russie perd sa capacité à transformer son brut en carburant pour ses combattants en première ligne, affaiblissant ses attaques contre les positions défensives de l'Ukraine. Les chars sont hors service, faute de carburant, et non parce qu'ils sont endommagés, mais parce qu'ils n'ont pas le carburant nécessaire pour participer aux assauts. Il en va de même pour les véhicules blindés et chaque avion cloué au sol. Le manque de carburant empêche la Russie d'utiliser un avion pour lancer ses bombes planantes dévastatrices sur les villes ukrainiennes. La pression est réduite sur les soldats ukrainiens qui se battent pour leur vie dans la région de Donetsk assiégée. Quant aux soldats russes, un accès réduit aux unités mécanisées alimentées par le carburant, que l'Ukraine détruit, signifie qu'ils sont de plus en plus forcés d'attaquer les défenses de l'Ukraine à pied, lors d'assauts en vagues humaines. L'Ukraine abat ses soldats bien plus facilement qu'elle ne le ferait, s'ils étaient bons protégés par des chars et des véhicules blindés, ce qui se traduit par une perte plus importante de soldats pour la Russie qu'elle ne le ferait sans ces attaques de raffinerie. C'est pour ces raisons que l'Ukraine a ciblé les raffineries russes lors de ses attaques menant jusqu'au 14 janvier 2025. Et la triste réalité pour la Russie est que l'Ukraine a détruit ses raffineries tout au long de l'année 2024. Des frappes de drones en juin 2024 ont détruit des sites de stockage de pétrole et des équipements de raffinerie à Rostov et Voronezh. Plus tôt cette année, l'Ukraine a aussi visé des installations semblables à Slaviansk, Volgograd, Kalouga et Krasnodar. La frappe massive de janvier vise à compliquer l'approvisionnement en carburant des troupes russes et à réduire la production pétrolière servant à financer la guerre de Poutine, comme de nombreuses autres frappes similaires. Il y a aussi un aspect symbolique à considérer dans la frappe de la raffinerie de pétrole au Tatarstan. Cette république russe se trouve à environ 700 miles des lignes de front de la guerre. Personne vivant ou travaillant là-bas n'aurait cru l'Ukraine capable d'attaquer à une telle distance. Mais c'est arrivé. Et la dernière attaque de l'Ukraine prouve qu'elle peut atteindre des cibles russes partout dans les régions frontalières avec des drones et des missiles. Cela pose un gros problème moral pour Poutine. Longtemps vu comme le protecteur de la Russie, Poutine était maintenant confronté à des attaques sur son sol. L'invasion de Koursk en août 2024 a prouvé aux Russes que l'Ukraine peut amener la guerre jusqu'à chez eux, pas uniquement avec des attaques à longue portée. Pour la Russie, ces frappes impliquent que l'opération militaire spéciale de Poutine ne peut plus être vue comme se déroulant simplement dans un autre pays. Les attaques ukrainiennes affectent durement le peuple russe et leur économie, détruisant même des ressources naturelles vitales comme les raffineries de pétrole et les installations de stockage. Bien sûr, ce n'étaient pas les seules cibles visées par l'Ukraine. Ce blitz a détruit les dépôts de munitions russes, notamment à Saratov, situé à environ 500 km des lignes de front en Ukraine. La proximité de Saratov en a fait un rouage essentiel dans la machine de guerre de Poutine, abritant des installations de stockage pour les bombes planantes et les missiles de croisière utilisés dans ses assauts aériens contre l'Ukraine. Ces bombes planantes sont très effrayantes.
fabriquées à partir de bombes de l'époque soviétique, équipées d'ailes spéciales repliables qui coûtent entre 20 000 et 30 000 $ chacune. Ces armes puissantes démontrent l'approche de Poutine à la guerre. Il manque de précision et de ciblage. Au lieu de cela, la Russie attache des ailes à d'énormes bombes, pesant bien plus d'1 tonne et contenant 440 livres d'explosifs ou plus, pour dévaster les villes de l'Ukraine. La Russie a utilisé des drones lorsqu'elle n'a pas réussi à affirmer sa supériorité aérienne en Ukraine. Au lieu de risquer plus d'avions et d'hélicoptères, elle en a perdu 369 des premiers, et 331 des seconds surtout durant les premiers mois de son invasion. Elle fait lancer des bombes planantes par ses bombardiers depuis l'arrière du front de guerre. Les kits d'ailes spéciaux permettent à ces bombes de planer, d'où le nom, sur des dizaines de kilomètres avant qu'elles n'atteignent une cible. Peu importe à la Russie la précision de ces bombes, tant qu'elles atteignent une ville ukrainienne. Ces bombes causent des dégâts considérables aux bâtiments et aux citoyens pris dans leurs explosions. Elles sont devenues essentielles à la machine de guerre russe. En mars 2024, Poutine a envoyé 3000 bombes planantes vers l'Ukraine, et les chiffres restent élevés depuis. C'est pourquoi les frappes sur le dépôt de munitions à Saratov sont cruciales. En détruisant un grand stock de bombes planantes et de missiles de croisière russes, l'Ukraine réduit la capacité de la Russie à bombarder ses villes par des frappes aériennes. Comme nous le constatons avec les frappes sur les raffineries, cela ne peut signifier que de mauvaises nouvelles pour les soldats russes sur le terrain, et de bonnes nouvelles pour les courageux défenseurs ukrainiens. Les soldats russes perdent non seulement leurs chars et véhicules blindés faute de ravitaillement, mais ils sont également incapables d'attaquer les positions ukrainiennes affaiblies par des bombardements massifs. L'Ukraine peut concentrer sa défense sur les vagues de soldats russes envoyés, accumulant plus de pertes et affaiblissant davantage la machine de guerre de Poutine. C'est là tout l'intérêt du blitz massif de l'Ukraine. La destruction des dépôts de munitions et des raffineries de pétrole a pour effet direct de priver les troupes russes de ces deux précieux atouts. Mais l'Ukraine apprécie peut-être davantage les effets indirects. Moins de pression sur ses défenseurs, des soldats russes plus vulnérables, et des tonnes d'argent drainées des coffres de la Russie, alors qu'elle tente de se remettre des assauts aériens de l'Ukraine. Est-ce étonnant que l'Ukraine cible les dépôts de munitions de la Russie depuis l'été 2022 ? Elle a trouvé le talon d'Achille de Poutine, car elle sait que la destruction de ces dépôts affaiblit la machine de guerre de la Russie, tant sur les lignes de front qu'en termes d'argent investi dans ces installations de production d'armes sous pression. Parlant de production d'armes, cela nous amène aux usines chimiques ciblées par l'Ukraine lors de son attaque massive. Briansk, l'une des cibles de l'attaque ukrainienne, abritait une usine chimique qui n'est maintenant plus qu'un amas de débris en flammes. L'usine était à seulement 62 miles des lignes de front de la guerre. C'est aussi le lieu de plusieurs installations industrielles, dont 3 ont été endommagées lors du blitz de l'Ukraine. Selon Andrei Kovalenko, les missiles d'Atacom ont cette fois causé la plupart des dégâts. L'usine ciblée par l'Ukraine était cruciale pour la production de munitions d'artillerie et de missiles pour l'armée russe, considérée comme un élément clé de l'industrie militaire russe. Pour souligner pourquoi l'Ukraine l'a attaquée, l'artillerie est l'un des domaines où la Russie a un avantage massif sur l'Ukraine en termes de chiffres. Malgré la destruction de plus de 22 000 systèmes par les défenseurs ukrainiens, la Russie a encore environ 5 000 unités d'artillerie sur le terrain, dont 1000 autopropulsées, et beaucoup d'autres, en attente de rénovation dans ses installations de stockage de l'ère soviétique. Mais voici la chose à propos de l'artillerie. Elle a besoin d'obus pour être utile. C'est l'un des principaux défis auxquels la machine de guerre de Poutine a fait face durant la guerre en Ukraine. Il doit garder ses unités d'artillerie approvisionnées en obus pour poursuivre les bombardements russes constants sur les positions ukrainiennes. C'est pourquoi il a accepté avec plaisir plus de 9 millions d'obus nord-coréens depuis le début du conflit. La Russie a tellement épuisé ses munitions que sa propre production ne peut pas suivre, et elle doit compter sur les puissances étrangères pour rester approvisionnée. Ainsi, vous comprenez pourquoi l'Ukraine cible les usines chimiques fabriquant des composants pour l'artillerie russe. L'arrêt de ces usines signifie que la production intérieure de la Russie flanche. Elle doit obtenir plus d'obus de ses partenaires, ce qui prend du temps et des efforts pour le transport. Pendant ce temps, les obus que les soldats russes auraient utilisés sur le front ne sont plus disponibles, les privant d'une autre arme pour bombarder les positions ukrainiennes. Le manque de munitions d'artillerie combiné à la destruction de l'huile, des bombes planantes et des missiles de croisière montre à quel point l'assaut aérien massif de l'Ukraine était stratégique. Il a détruit des dépôts de munitions et de pétrole pour empêcher leur transport aux soldats russes, et a également ciblé les installations de production d'armes, combinant des tactiques à court et long terme pour décimer la machine de guerre de Poutine. Ce n'était pas tout. Une usine de microélectronique à Bryansk, produisant des composants essentiels pour l'armement russe, a aussi été ciblée par l'attaque d'envergure de l'Ukraine.
Ces pièces sont cruciales pour les missiles et les systèmes de défense aérienne russes, soit les armes les plus sophistiquées dont dispose la Russie. Encore une fois, il y a l'effet de réduction de la pression qui découle du fait de forcer la Russie à se retrouver dans une position où elle peut fabriquer moins d'armes. Mais considérez les implications pour les futures frappes ukrainiennes. Les défenses aériennes de la Russie sont maintenant beaucoup plus faibles. Elle n'a pas les composants électroniques dont elle a besoin pour en construire davantage, et sa production de missiles a été entravée. Si l'Ukraine lance une autre attaque aérienne contre la Russie, ce qui est probable, Poutine aura encore plus de difficultés à défendre son pays. Certains suggèrent également que l'Ukraine aurait réussi à frapper une installation de Gazprom, producteur de gaz naturel liquéfié. Gazprom est l'une des plus grandes entreprises énergétiques d'État en Russie, ce qui fait de cette frappe un véritable affront direct à Poutine, car il compte sur cette entreprise pour continuer à remplir ses coffres. L'attaque aurait touché 3 réservoirs, les mettant tous en feu pour brûler les précieuses réserves de gaz de la Russie. Le gaz naturel liquéfié est une cible pour l'Ukraine depuis le début de 2025. Malgré les nombreuses sanctions, la Russie est devenue le deuxième plus grand fournisseur de gaz naturel liquéfié en Europe, en 2024. Selon The Guardian, les navires transportant du gaz ont livré 19,6 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié vers le continent en un an, soit une hausse de 2,2 millions de tonnes par rapport à 2023. 49,5 milliards de mètres cubes de gaz supplémentaires sont arrivés en Europe via les gazoducs russes, passant par la Turquie et un pipeline ukrainien. Vous pouvez voir où cela mène. L'attaque de l'Ukraine sur une installation de gaz naturel liquéfié réduira significativement les exportations de gaz de la Russie vers l'Europe. Ces pays ressentiront le pincement. Mais cela semble être un cas où l'Ukraine prend les choses en main pour rappeler au reste de l'Europe qu'elle est censée réduire sa dépendance aux ressources énergétiques de la Russie. En plus de l'attaque, l'Ukraine a aussi interrompu le flux de gaz russe vers l'UE via le pipeline traversant son territoire. Ce mouvement fait suite à la fin d'un contrat de 5 ans, qui a maintenu le pipeline ouvert pendant la guerre. Cela coïncide aussi parfaitement avec l'assaut aérien le plus massif de l'Ukraine sur la Russie. Selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky, son pays ne laissera plus la Russie s'enrichir de milliards sur le sang des Ukrainiens. Environ 30% du gaz européen transite par ce pipeline, montrant que l'Ukraine est prête à faire pression sur l'Europe pour faire entendre son message. Quel est donc l'état actuel de la machine de guerre de Poutine ? L'Ukraine a détruit des approvisionnements vitaux en pétrole et en gaz, affaiblissant économiquement la Russie et réduisant le soutien aux troupes russes combattant l'Ukraine. Elle a détruit les dépôts de munitions russes, anéantissant les obus d'artillerie et les bombes planantes que Poutine utilise pour pilonner les villes ukrainiennes dans sa tentative de gagner plus de territoire. Elle a adopté une approche à long terme en détruisant des usines chimiques et de microélectronique pour empêcher la Russie de construire plus d'obus d'artillerie, de missiles et d'unités de défense aérienne, la rendant plus vulnérable aux attaques futures. La machine de guerre de Poutine est paralysée, ce qui le mécontente. La Russie a juré de se venger des frappes aériennes massives de l'Ukraine et a mis ses menaces à exécution le lendemain de la dernière frappe du 14 janvier. La Russie a lancé une vaste attaque de missiles et de drones visant les réseaux électriques ukrainiens dans plusieurs régions, tentant de frapper Kiev durement durant l'hiver. Zelensky a déclaré qu'une autre attaque russe massive avait eu lieu, ciblant le secteur énergétique ukrainien en plein hiver. L'Ukraine affirme que l'attaque a vu la Russie lancer 43 missiles de croisière et balistiques, ainsi que 74 drones d'attaque, avec 30 des premiers et 47 des seconds abattus par les défenses aériennes de l'Ukraine. L'attaque, menée par des bombardiers russes Tu-22 et Tu-95 près de la frontière ukraino-polonaise, a mis Varsovie en alerte élevée, l'obligeant à déployer ses propres avions de chasse. Selon une déclaration de la Pologne, des paires de chasseurs de service ont été déployés, et les systèmes de défense aérienne et de reconnaissance radar sont en état d'alerte maximale. Les mesures prises visent à garantir la sécurité dans les zones bordant les zones menacées. La machine de guerre russe est donc encore active. Cependant, la plus grande attaque aérienne de l'Ukraine a porté un coup significatif aux ambitions impérialistes de Poutine. Il a perdu du pétrole, du gaz, des armes et les installations de fabrication de pièces pour munitions. L'Ukraine peut-elle soutenir ces assauts pour paralyser à jamais la machine de guerre de Poutine ? Partagez vos réflexions sur l'impact de ces frappes aériennes pour l'Ukraine. La Russie se remettra-t-elle de ses pertes ? Comment voyez-vous l'évolution de la guerre ? Dites-le nous en commentaire. Merci d'avoir regardé, allez voir. L'Ukraine détruit la plus grande industrie de la Russie. Ou cliquez sur l'autre vidéo.